Virginie, États-Unis, mars 2005. C'était une nuit ordinaire dans la maison des Johnson quand l'impensable se produisit. Emma, seulement 4 ans, se réveilla à 3 heures du matin en criant désespérément. Mais ce n'était pas un cauchemar ordinaire d'enfant. « Je suis morte dans l'incendie en 1952, maman ». Ces mots glacèrent le sang de Sarah Johnson. Sa fille n'avait jamais parlé de la mort, encore moins d'incendie. Emma était une petite fille normale qui jouait avec des poupées et regardait des dessins animés. Mais cette nuit-là, quelque chose changea complètement. Mon nom était Margaret Wilson. J'avais 34 ans quand je suis morte brûlée dans la maison de la rue Oak, continua Emma avec une clarté troublante pour une enfant de 4 ans. Les parents restèrent en choc absolu. Comment une petite fille pourrait-elle inventer des détails aussi spécifiques? Nom complet, âge, cause de décès, jusqu'au nom de la rue. Sarah tenta de calmer sa fille en pensant que c'était juste un cauchemar très réaliste. Mais Emma insistait. « Ce n'était pas un rêve, maman. Je me souviens de tout. » Ce qui se passa dans les semaines suivantes laissa la famille Johnson complètement perdue. Emma commença à raconter plus de détails sur cette vie antérieure. Elle parlait d'un mari nommé Thomas, de comment elle cuisinait une tarte aux pommes tous les dimanches, d'un chien appelé Buddy qui était mort 1 an avant l'incendie. Des détails qu'une enfant de 4 ans ne devrait jamais connaître, des détails d'une époque qu'elle n'avait jamais vécue, 53 ans avant sa naissance. Mais la partie la plus troublante était encore à venir. Ce que les parents d'Emma découvrirent dans les semaines suivantes défiait tout ce qu'ils croyaient sur la vie, la mort et la réincarnation. Ceci est l'histoire de réincarnation la plus documentée jamais enregistrée officiellement aux États-Unis. Un cas qui changea pour toujours la façon dont la science voit ces phénomènes. Les jours suivants furent un cauchemar pour la famille Johnson. Emma ne cessait de parler de Margaret Wilson comme si c'était sa véritable identité. La transformation était si complète, si troublante, que Sarah et Michael ne reconnaissaient plus leur fille. L'enfant joyeuse qui chantait des comptines et dansait dans le salon avait été remplacée par quelqu'un portant le poids de 34 ans de vie et d'une mort traumatique. Durant le petit déjeuner, elle refusait les céréales qu'elle avait toujours aimées. « Margaret ne mangeait pas ces choses », disait-elle en repoussant le bol. Elle prenait de l'avoine avec du miel et de la cannelle, et une tasse de thé Earl Grey, jamais de café. Sarah Johnson se souvint que lors de leur dernière course, Emma avait insisté pour acheter du thé Earl Grey, quelque chose qu'il n'achetait jamais auparavant. « Pour moi, avait dit la petite, j'en ai besoin. » Michael Johnson, le père, pensa initialement que sa fille avait vu un programme télévisé ou entendu une conversation d'adulte. Il était ingénieur, un homme de science et de logique. Il devait y avoir une explication rationnelle. Mais quand ils révisèrent tout l'historique de ce que Emma avait regardé, ils ne trouvèrent rien qui pourrait expliquer ces connaissances si spécifiques. Thomas m'achetait des fleurs jaunes tous les vendredis, disait Emma en jouant avec ses poupées. Il les mettait dans le vase bleu de la cuisine, celui qui avait une petite fissure au bord. La précision des détails était terrifiante. Emma décrivait la maison de Oak Street avec une exactitude impossible. La cuisine avait des carreaux blancs avec de petites fleurs bleues. Le plancher de bois craquait près de la fenêtre arrière. Au sous-sol, il y avait 3 marches cassées que Thomas n'avait jamais réparées. Mais le plus troublant arriva un matin d'avril. Emma était en train de dessiner quand soudainement elle commença à pleurer de façon inconsolable. Le feu a commencé dans la cuisine. J'étais en train de cuire du pain. Je ne puis pas sortir parce que la porte était coincée. J'ai crié pour Thomas, mais il n'était pas à la maison. Sarah enregistra cette confession avec une vieille caméra vidéo. Dans l'enregistrement, on peut voir Emma, avec seulement 4 ans, raconter sa mort avec une douleur si réelle qu'il est impossible de feindre. Ses larmes n'étaient pas celles d'une enfant qui joue, mais de quelqu'un revivant un traumatisme genuin. Les parents décidèrent qu'ils avaient besoin d'aide professionnelle. Ils consultèrent d'abord la pédiatre d'Emma, Dr Linda Martinez, qui resta complètement déconcertée. « En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce n'est pas un comportement typique de traumatisme infantile, ni de fantaisie normale pour l'âge. Mais ce n'était pas le début d'une investigation qui changerait pour toujours leur vie. » Mai 2005. Les parents d'Emma décidèrent de faire quelque chose qui allait tout changer. Emmener leur fille aux archives municipales de Richmond, Virginie, pour chercher des registres de cette supposée Margaret Wilson. Si tout était fantaisie enfantine, ils ne trouveraient rien. Si c'était réel, eh bien cette possibilité les terrifiait. « Je veux voir les papiers de quand je suis morte », dit Emma avec une naturalité glaçante pendant qu'ils marchaient vers le bâtiment gouvernemental. Sarah Johnson sentit un frisson. Quel enfant de 4 ans parle ainsi? Margaret Foster, l'archiviste de 58 ans qui travaillait là depuis 30 ans, les reçut avec curiosité. « Vous cherchez des informations de quelle année » demanda-t-elle de façon routinière. « De 1952 » répondit Michael Johnson. « Une femme nommée Margaret Wilson qui est morte dans un incendie. »
Ce qui se passa ensuite resta gravé pour toujours dans la mémoire de Margaret Foster. Emma s'approcha du comptoir et avec une assurance impossible pour son âge dit « Mon nom de jeune fille était Thompson. J'habitais au 247 Oak Street. Je suis morte le 15 octobre 1952 dans un incendie. » Margaret Foster pâlit. En 30 décennies de travail avec les archives, elle n'avait jamais vu une si petite fille fournir des données si spécifiques sur des registres historiques. Avec des mains tremblantes, elle chercha dans les archives de 1952. Les Johnson regardèrent Margaret Foster ouvrir tiroir après tiroir, feuilletant des documents jaunis par le temps. Le silence dans la salle devint sépulcral. Chaque seconde semblait durer une éternité. Michael tenait la main de Sarah si fort que ses jointures étaient blanches. Tous deux priaient silencieusement. Pourquoi, ils ne savaient pas exactement. Que le document existe, qu'il n'existe pas? Les deux possibilités les terrifiaient également. Emma, pendant ce temps, restait complètement calme, comme quelqu'un attendant simplement la confirmation de ce qu'elle savait déjà être vrai. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Margaret Foster s'arrêta. Son visage perdit toute couleur. Ses mains tremblaient, dit qu'elle sortait un document du dossier. Elle le lut une fois, puis une deuxième fois, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Quand elle leva finalement les yeux vers les Johnson, il y avait des larmes dans ses yeux. Margaret Thompson Wilson, 34 ans, décédée le 15 octobre 1952 dans un incendie résidentiel au 247 Oak Street. Chaque mot correspondait exactement à ce que Emma avait dit. L'âge, le nom complet, la date exacte, l'adresse, la cause de décès. « C'est mon certificat de décès, dit Emma en pointant le document jauni. Tu vois, là ça dit que Thomas était mon mari. » Margaret Foster dut s'asseoir. En 30 ans jamais, c'est impossible. Cet enfant ne devrait pas savoir ces données. Les archives de 1952 ne sont pas numérisées. Personne ne peut les chercher sur Internet. Les parents d'Emma échangèrent des regards de terreur absolue. Leur fille venait de démontrer devant une fonctionnaire publique qu'elle connaissait des informations vérifiables sur une personne morte 53 ans auparavant. Mais ce qu'ils découvriraient à Oak Street les laisserait sans voix. Juin 2005. La famille Johnson ne pouvait pas dormir. Durant des semaines, Emma avait été de plus en plus agitée, marchant dans la maison comme une âme en peine. « J'ai besoin de rentrer à la maison », répétait-elle constamment. « J'ai besoin de voir si Thomas l'a bien. » L'obsession d'Emma de retourner à Oak Street devint insupportable. Elle arrêta de jouer avec ses jouets, refusa de regarder ses programmes favoris et passait des heures à regarder par la fenêtre vers l'est, vers Richmond. « Ma maison est par là », disait-elle en pointant avec une précision géographique impossible pour une enfant de 4 ans. Sarah Johnson prit la décision la plus difficile de sa vie. « Nous allons l'emmener, nous devons savoir la vérité. » Le voyage de 200 km jusqu'à Richmond leur sembla le plus long de leur vie. Emma était silencieuse sur le siège arrière, mais pour la première fois en semaine, elle semblait tranquille. Quand ils entrèrent dans les limites de Richmond, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Emma, qui n'avait jamais été dans cette ville, commença à donner des directions avec une précision chirurgicale. « Tourne à gauche au feu rouge, continue tout droit 3 pâtés de maison. La boulangerie des Murphy est à ce coin. » Les parents suivirent une indication complètement déconcertée. Emma les guida à travers des rues qu'elle n'avait jamais vues, comme si elle était une résidente de toute sa vie. « Là, c'est la pharmacie où Thomas achetait mes médicaments, et ça, c'est l'église où nous nous sommes mariés en 1948. » Quand finalement ils arrivèrent à Oak Street, Emma descendit de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Sarah cria « Emma, attention !» mais la petite ne l'entendait pas. Elle marchait comme en transe vers l'adresse qui n'existait plus. Puis, à l'endroit exact où aurait dû être le 247, elle s'agenouilla sur le trottoir. Avec des larmes aux yeux, elle embrassa le pavé et murmura « Je suis à la maison, enfin je suis à la maison !» Ses petites mains caressaient le béton comme si c'était quelque chose de précieux. Michael et Sarah descendirent de la voiture complètement bouleversés par ce qu'ils voyaient. Leur petite fille de 4 ans pleurait avec une intensité émotionnelle qu'ils ne lui avaient jamais vue. Pas des pleurs d'enfant, mais des sanglots profonds, déchirants, le genre de pleurs que font les adultes qui rentrent chez eux après une guerre. Les voisins qui présencièrent la scène restèrent perturbés. Une femme d'une 50aine d'années sortit de sa maison d'à côté, fronçant les sourcils. Un homme âgé arrêta de tondre sa pelouse pour observer. 3 enfants qui jouaient au ballon s'arrêtèrent, captivés par l'intensité de la scène. Une petite fille complètement inconnue, pleurant et embrassant le sol comme si elle était revenue après des décennies d'absence. L'intensité émotionnelle était si réelle, si génuine, que plusieurs adultes sentirent leurs propres yeux se mouiller. Il y avait quelque chose de profondément troublant et profondément beau dans ce qu'ils témoignaient. Quelque chose qui défiait toute explication logique, mais qui touchait un endroit profond dans le cœur humain. Mais ce qui était au point de se passer à cette adresse les préparerait pour la découverte la plus choquante de leur vie. Le 247 Oak Street n'existait plus. À sa place, il y avait un terrain vague avec quelques décombres couverts de mauvaises herbes. Mais Emma marcha directement vers un point spécifique du terrain et déclara « Ici était ma cuisine et là-bas était notre chambre. » Ce qui se passa ensuite laissa tout le monde sans voix.
Emma commença à décrire la maison avec un niveau de détail qui défiait toute logique. La porte principale était bleu marine avec un heurtoir en bronze en forme de lion. Quand tu entrais, il y avait un miroir rond sur le mur gauche. Thomas se peignait toujours là avant d'aller au travail. Dorothy Henderson, 82 ans, avait été voisine des Wilson en 1952. Quand elle entendit la commotion dehors, elle sortit de sa maison et s'approcha curieuse. En voyant Emma décrire la maison détruite, elle resta paralysée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Cet enfant décrit exactement la maison de Margaret, chaque détail. » Emma continua comme si elle donnait une visite guidée. Dans la cuisine, nous avions une table ronde en bois avec 4 chaises. Une avait la patte gauche un peu plus courte que l'autre, alors Thomas avait mis un petit morceau de carton dessous. Le réfrigérateur était blanc et faisait beaucoup de bruit la nuit. Dorothy Henderson s'approcha tremblante. « Petite, comment tu sais tout ça? J'ai vécu ici quand l'incendie s'est produit. J'ai connu Margaret Wilson. Tout ce que tu dis est exactement vrai. » Mais Emma n'avait pas terminé. Elle se dirigea vers la partie arrière du terrain et pointa un endroit spécifique. Là était notre chambre. Thomas gardait une boîte métallique au-dessous du lit du côté droit. Elle contenait nos lettres d'amour et la bague de fiançailles de sa grand-mère. Les yeux de Dorothy se remplirent de larmes. Ce détail, personne ne le savait. Seulement Margaret me l'avait raconté une fois. Cette boîte n'a jamais été trouvée après l'incendie. Les parents d'Emma enregistrèrent tout en vidéo. Dans ces images, on voit une petite fille de 4 ans décrivant avec une précision absolue une maison qui fut détruite 53 ans avant sa naissance, confirmée par un témoin qui vécut les événements. Mais les révélations les plus troublantes étaient encore à venir. Juillet 2005. Après le voyage à Richmond, le comportement d'Emma devint encore plus étrange. Les parents remarquèrent que leur fille se levait toutes les nuits à 3 heures du matin et parlait seule dans sa chambre. Ils décidèrent d'installer une caméra vidéo pour documenter ce qui se passait. Ce qu'ils capturèrent défia toute explication rationnelle. Dans les enregistrements, on peut voir Emma assise sur son lit maintenant des conversations complètes avec quelqu'un d'invisible. Mais ce n'étaient pas des conversations enfantines typiques avec des amis imaginaires. C'étaient des dialogues intimes, adultes, chargés d'une émotion profonde qu'une enfant de 4 ans ne devrait pas posséder. « Thomas, tu me manques encore ?» demandait Emma à l'obscurité. « Je suis tellement désolée de t'avoir laissé seule. Ce n'était pas ma faute si la porte était coincée. » Sa voix se brisait avec une tristesse génuine, ancestrale, comme si elle portait cette culpabilité depuis des décennies. Les parents révisèrent les enregistrements encore et encore, de plus en plus perturbés. Emma parlait de détails de la vie matrimoniale qu'une enfant ne devrait pas connaître. « Tu te souviens quand nous avons décidé de ne pas avoir d'enfant parce que nous pensions que nous n'avions pas assez d'argent? Je regrette tellement cette décision. » Mais le plus glaçant arriva dans l'enregistrement du 15 juillet. Emma était en train de parler quand soudainement elle s'arrêta, inclina la tête comme écoutant quelque chose et sourit. « Oui Thomas, moi aussi je t'aime. Je t'aimerai toujours. » À ce moment, les équipements audio captèrent quelque chose qui glaçait le sang. Une deuxième voix, à peine audible, murmurant « Margaret, mon amour ». Sarah Johnson faillit s'évanouir quand elle entendit cet enregistrement. « Il y avait une autre voix », dit-elle à son mari en tremblant. « Quelqu'un d'autre parlait. » Ils amenèrent les bandes à un spécialiste audio qui confirma qu'effectivement, il y avait 2 voix distinctes dans l'enregistrement. Une appartenait à Emma, l'autre était celle d'un homme plus âgé avec un accent du sud des années 40. Les conversations nocturnes devinrent plus fréquentes et intimes. Emma parlait de souvenirs partagés, de plans que Margaret et Thomas avaient faits ensemble, de la douleur d'être séparés par la mort. Mais la révélation la plus stupéfiante arriverait quand Emma ferait une prédiction qui changerait tout pour toujours. Août 2005. Durant une de ces conversations nocturnes, Emma fit une déclaration qui laisserait tout le monde sans bouffe. Avec les yeux fermés et parlant dans un ton différent de l'habituel, elle annonça « Les bijoux de grand-mère sont enterrés à exactement 2 mètres du Grand Techne côté est à 80 cm de profondeur. » Les parents s'échangèrent des regards d'incrédulité. Quels bijoux? Quelle chaîne? Emma n'avait jamais mentionné quoi que ce soit sur des trésors enterrés, mais elle continua avec une précision qui les terrifiait. Thomas les a enterrés 3 jours avant l'incendie. Il avait peur que quelqu'un les vole pendant qu'il travaillait. Ils sont dans une boîte de thé bleu en métal. Le lendemain, la famille retourna à Oak Street. Emma marcha directement vers un chêne centenaire qui poussait dans ce qui était autrefois l'arrière-cour de la maison. « Ici », dit-elle en pointant un endroit spécifique dans le sol. « 2 mètres exactement vers l'est du tronc. » Dorothy Henderson, la voisine âgée, s'approcha intriguée. Margaret se vantait toujours des bijoux de la grand-mère de Thomas. C'étaient des héritages familiaux très précieux. Mais après l'incendie, personne n'a su ce qui leur était arrivé. Thomas n'a jamais voulu parler du sujet. Michael Johnson, sceptique mais désespéré pour des réponses, apporta des pelles et un mètre-ruban. Il mesura exactement 2 mètres depuis le tronc du chêne vers l'est, tel que les mâles avaient spécifié. À 80 cm de profondeur, exactement où une enfant de 4 ans l'avait prédit, sa pelle heurta quelque chose de métallique. Le silence fut absolu quand il sortit du trou une boîte de thé bleu oxydée par des décennies d'enfouissement. À l'intérieur, exactement comme Emma l'avait décrit, il y avait un collier de perles, 2 rigues en diamant et une broche en or avec les initiales MW gravées.
Dorothy Henderson s'effondra sur une chaise de jardin en tremblant. « Mon Dieu, ce sont les bijoux de Margaret. Je reconnais le collier. Je l'ai vu porter à l'église le dimanche avant l'incendie. » Emma prit le collier avec une familiarité inquiétante et le mit. Thomas disait toujours que les perles faisaient ressortir le bleu de mes yeux. À ce moment, une rafale de vent bougea les feuilles du chêne, comme si Thomas lui-même confirmait les paroles de sa femme décédée. Les parents avaient tout documenté en vidéo. Ils avaient une preuve irréfutable que leur fille avait localisé un trésor enterré il y a 52 ans avec une précision millimétrique. Mais la rencontre la plus émouvante était encore à venir. Septembre 2005. Dorothy Henderson avait fait des appels téléphoniques pendant des jours. « Je dois trouver Thomas Wilson », dit-elle à Sarah Johnson. « Si ta fille est vraiment Margaret, il doit le savoir. Il mérite de le savoir. » Après une semaine de recherche, Dorothy localisa Thomas dans une maison de retraite en Caroline du Nord. À 89 ans, Thomas Wilson avait passé plus de 5 décennies sans se remarier, portant la douleur d'avoir perdu sa femme dans ce terrible incendie de 1952. Quand Dorothy lui expliqua la situation au téléphone, Thomas pensait initialement que c'était une blague cruelle. « Margaret est morte il y a 53 ans. Je l'ai vue brûler. Ne me faites pas ça, » répondit-il avec la voix brisée. Mais Dorothy insista. « Thomas, cet enfant sait des choses que seule Margaret savait. Des choses que je n'ai jamais racontées à personne. » Les parents d'Emma décidèrent de faire le voyage de 300 km jusqu'en Caroline du Nord. Durant tout le trajet, Emma fut agitée, répétant « Comment Thomas aura-t-il l'air maintenant? Sera-t-il toujours aussi beau qu'avant ?» Sarah regardait sa fille de 4 ans parler comme une femme séparée de son mari depuis des décennies. C'était surréaliste, troublant. Et pourtant, il y avait quelque chose de profondément touchant dans l'anticipation d'Emma. Quand ils arrivèrent à la maison de retraite Sunnyside en Caroline du Nord, c'était un après-midi ensoleillé de septembre. Le bâtiment était entouré de jardins bien entretenus. Des résidents âgés étaient assis sur des bancs profitant du temps agréable. Emma descendit de la voiture et s'arrêta, regardant autour d'elle. « Il est ici », murmura-t-elle. « Je peux le sentir. » La directrice de la maison, Madame Patricia Williams, les reçut avec un mélange de curiosité et de préoccupation. Dorothy Henderson l'avait appelée la veille pour expliquer la situation, autant qu'elle pouvait l'expliquer. « Monsieur Wilson est dans le salon communautaire », dit Madame Williams doucement. « Mais je dois vous prévenir, il est très fragile émotionnellement. Si c'est une sorte de blague, ce n'est pas une blague. » Fermement, ils entrèrent dans le salon communautaire. Il y avait une douzaine de résidents. Certains regardaient la télévision, d'autres jouaient aux cartes. Quelques-uns dormaient dans leur fauteuil. Emma reconnut immédiatement Thomas parmi tous les résidents. Il était assis près d'une fenêtre, regardant dehors, perdu dans ses pensées. À 89 ans, il était frêle, ses cheveux complètement blancs, ses mains tremblantes reposant sur une canne. Mais Emma le vit avec des yeux différents. Elle voyait le jeune homme de ses souvenirs, le Thomas de 1952. Sans hésiter, elle courut vers lui. « Thomas !» Le vieil homme se retourna, confus. Qui était cette petite fille qui courait vers lui? Emma l'embrassa, ses petits bras entourant le cou fragile du vieil homme, pleurant de façon inconsolable. « Mon amour, tu m'as tellement manqué. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé seul, tellement désolé. » Thomas Wilson, un homme qui avait perdu la foi en tout après la mort de sa femme, commençait à trembler de façon incontrôlable. Ses mains se levèrent lentement, presque avec peur, pour toucher les cheveux de l'enfant. « Margaret ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Est-ce possible ?» Emma s'assit à côté de lui et commença à parler de souvenirs que seuls eux deux partageaient. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Tu m'as emmené au cinéma voir Chantons sous la pluie. Nous avons partagé un sac de pop-corn et tu as renversé du soda sur ma robe jaune. » Les yeux de Thomas se remplirent de larmes. « Nerson, personne ne sait ça. Seulement Margaret et moi. » Emma continua. « Et quand tu m'as demandé en mariage, nous étions assis près du lac Peterson. Tu as dit que tu n'avais pas beaucoup d'argent pour une robe chère, mais que tu m'aimerais pour toujours. » Thomas prit les mains d'Emma avec les siennes, ridées par l'âge. « Margaret, c'est vraiment toi ?» Emma hocha la tête et murmura quelque chose à son oreille qui fit sangloter Thomas de façon inconsolable. Les parents ne surent jamais ce qu'elle lui dit, mais c'était quelque chose si intime, si personnel, que ça convainquit complètement le vieil homme. La réunion dura 3 heures. Thomas partagea des photographies de sa vie avec Margaret et Emma les commenta comme si elle les avait vues hier. La connexion émotionnelle entre eux était impossible à feindre. Mais la découverte la plus extraordinaire attendait encore, dans les archives perdues. Octobre 2005. La réunion avec Thomas avait ouvert une nouvelle ligne d'investigation. Le vieil homme mentionna qu'après l'incendie,
Les pompiers avaient récupéré quelques objets des décombres et les avaient stockés dans le sous-sol de la caserne des pompiers. « Je n'ai jamais eu le courage d'aller les chercher », confessa Thomas. « C'était trop douloureux. » Les parents d'Emma contactèrent le chef des pompiers de Richmond, qui confirma qu'effectivement, ils avaient des boîtes d'objets récupérés d'anciens incendies stockées au sous-sol. « Normalement, nous les jetons après 20 ans, mais pour quelques raisons, ces boîtes n'ont jamais été traitées, » expliqua-t-il. Quand ils ouvrirent la boîte marquée Wilson, Oak Street, 15 octobre 1952, ils trouvèrent des objets carbonés mais lisibles, des photographies partiellement brûlées, quelques documents, et, plus important, une collection de lettres d'amour échangées entre Margaret et Thomas durant leur fiançailles. Emma s'approcha des lettres avec une familiarité glaçante. Sans même les ouvrir, elle commença à réciter mot pour mot le contenu de la première. « Mon cher Thomas, chaque jour qui passe sans te voir se sent comme une éternité. Quand je suis dans tes bras, je sens que le monde entier a du sens. » Sarah Johnson ouvrit la lettre en tremblant et suivit la lecture en silence pendant qu'Emma continuait à réciter. Chaque mot correspondait exactement. Le chef des pompiers, qui était venu comme témoin officiel, pâlit complètement. « C'est impossible. Ces lettres ont été scellées dans cette boîte depuis 53 ans. » Emma continua avec la deuxième lettre, puis la troisième, toutes récitées avec une précision absolue avant d'être ouvertes. Mais le plus stupéfiant arriva quand ils trouvèrent le journal personnel de Margaret. Un petit carnet avec des pages roussies mais encore lisibles. Dans la dernière entrée, datée du 14 octobre 1952, un jour avant l'incendie, Margaret avait écrit « J'ai une étrange sensation que quelque chose va arriver. Mais si quelque chose m'arrive, j'espère que Thomas saura que mon amour pour lui transcende cette vie. S'il y a une vie après la mort, je trouverai un moyen de revenir vers lui. » Emma prit le journal et lut ces lignes à haute voix, comme si elle les avait écrites elle-même. Les larmes coulaient sur son visage de 4 ans, mais c'étaient les larmes d'une femme adulte accomplissant une promesse faite d'au-delà de la mort. Le chef des pompiers enregistra tout en vidéo comme preuve officielle. Les documents furent authentifiés par des experts en papier et encre, confirmant leur authenticité de 1952. Emma avait démontré une connaissance intime de correspondance qui avait été scellée pendant plus de 52 ans. La promesse de Margaret de revenir s'était accomplie de la manière la plus extraordinaire possible. Novembre 2005, le cas d'Emma Johnson était arrivé aux oreilles du Dr James Peterson, directeur du département d'études perceptives de l'Université de Virginie, le seul programme académique aux États-Unis officiellement dédié à investiguer les phénomènes de réincarnation. Le Dr Peterson avait étudié plus de 3000 cas similaires en 40 ans de carrière, mais il n'avait jamais trouvé de preuves aussi solides. Ce cas réunit tous les éléments que nous cherchons dans une investigation sérieuse, expliqua le Dr Peterson. Vérification documentaire, témoignages de multiples témoins, prédictions accomplies, et preuves physiques récupérables. C'est extraordinaire. L'université initia une étude officielle qui dura 18 mois. Emma fut soumise à des tests psychologiques exhaustifs, des entretiens enregistrés et des sessions de vérification de données. Des 127 affirmations spécifiques qu'Emma avait faites sur la vie de Margaret Wilson, 119 furent vérifiées comme historiquement précises à travers des registres officiels, témoignages et preuves physiques. Thomas Wilson, qui avait vécu les dernières années de sa vie croyant qu'il reverrait sa femme, décéda paisiblement en janvier 2007. Ses derniers mots furent « Merci d'être revenue vers moi, Margaret. On se voit de l'autre côté. » Curieusement, après la mort de Thomas, Emma commença à se souvenir de moins en moins de détails sur sa vie comme Margaret. À 6 ans, les mémoires s'estompèrent presque complètement. « Je ne me souviens plus beaucoup, dit-elle à sa mère, mais je sais que j'étais très heureuse avec Thomas. » Le cas Wilson-Johnson devint l'étude de réincarnation la plus documentée dans l'histoire académique américaine. Les archives officielles, incluant plus de 40 heures de vidéos, 200 pages de témoignages et des dizaines de preuves physiques, sont disponibles dans les archives de l'Université de Virginie pour les futurs chercheurs. Le Dr Peterson conclut « Si la réincarnation est réelle, ce cas fournit la preuve la plus solide que nous ayons jamais trouvée. Si elle n'est pas réelle, alors nous avons été témoins du phénomène psychologique le plus extraordinaire jamais documenté. » Emma Johnson, maintenant une adolescente normale, vit une vie typique en Virginie. Occasionnellement, elle visite la tombe de Margaret Wilson où elle laisse des fleurs jaunes, les préférées de Margaret. « Je ne me souviens pas pourquoi, dit-elle, mais je sens que je dois le faire. » Le cas reste ouvert dans les archives universitaires, défiant les croyances conventionnelles sur la nature de la conscience, de la mort et de la possibilité que l'amour véritable puisse transcender même les barrières de la mortalité. Certains mystères peut-être n'ont jamais été destinés à être complètement compris par la science.